OK, merci beaucoup et bienvenue à notre présentation sur les leçons émergentes d'une étude ex post sur la programmation de développement des systèmes de marché au Sénégal. Je m'appelle Ben Fowler, je suis le fondateur et PDG, c'est Market Share Associates. Je suis ici aujourd'hui avec Abdoulaye Dia, le responsable de l'équipe agricole chez USAID Sénégal, et Bamba Diop, l'administrateur général chez BE2AO et un chercheur qui a travaillé avec nous pour réaliser cette étude. Market Share Associates est un cabinet avec la mission d'apporter des perspectives pratiques au développement économique. Nous travaillons sur le développement des systèmes de marché et l'engagement du secteur privé, l'inclusion sociale et l'autonomisation économique et l'apprentissage par l'action et adaptation. Pour commencer, je voudrais passer la parole à Abdoulaye pour expliquer un peu de pourquoi la mission au Sénégal a décidé de cofinancer cette étude. Merci beaucoup, Ben. Il faut souligner qu'au niveau de la mission, nous avons plusieurs mécanismes d'évaluation de nos projets. Nous avons des mécanismes d'évaluation de performance que l'on fait classiquement avec les projets, avec des baselines, des mid-termes et des end projects. Et aussi, on a aussi des missions. Je pense que Kim Mahlin a levé la main. Ben, on gère comment pour ça? OK, quelqu'un avait le... Kim peut mettre dans le chat. OK, et ça rentre même dans... Kim Mahlin, par exemple, est à la tête d'un des mécanismes qui est dédié au suivi et évaluation de nos projets, par exemple, et learning au niveau du apprentissage au niveau de l'USAID. Donc, il nous arrive de faire des études avec ces mécanismes-là, mais aussi des évaluations avec ces mécanismes-là, des évaluations à mi-parcours, etc. Et des fois, on a très peu d'évaluations ex post une fois que le projet est terminé. Les autres sont beaucoup plus mandatoires et beaucoup plus respectés dans la mise en œuvre, particulièrement les évaluations de performance et les évaluations d'impact sur les grands projets. Natal Bay a une évaluation d'impact, mais des évaluations ex post, par exemple, un projet comme Woulan Nafa qui avait duré, qui a eu beaucoup de succès, mais qu'on n'a pas pu documenter avec des études précises parce qu'il n'y avait pas d'évaluation, par exemple, ex post. Et donc là, on s'est dit 3 ans après Natal Bay, et comme on a eu aussi la chance de n'avoir pas, bon, chance et malchance, parce qu'on voulait que le projet suivant commence juste à la fin de Natal Bay. Mais il y a eu tellement de retard dans la mise en œuvre de ce nouveau projet, le lancement de ce nouveau projet, que ça nous a donné du temps, sans une autre intervention USAID, et de voir un peu, quand il n'y a pas d'intervention, que deviennent les acquis que le projet avait eu. Et donc, ça a été d'un très grand intérêt pour nous, pour voir un peu là où nous pouvons continuer à investir et là où nous devons changer ce que nous avions fait parce que ce n'était pas soutenable ou parce qu'on ne pouvait pas le mettre à l'échelle et répliquer. Parce que des fois, on peut avoir des sport successes, on peut avoir des cas précis de petits succès limités et qui ne peuvent pas être répliqués à grande échelle. Donc, il fallait voir, est-ce que c'est réplicable à grande échelle? Est-ce que c'est durable? Est-ce que si on se retire en tant que bailleur, est-ce que le système va continuer à marcher? Parce que notre hypothèse dans notre future portfolio de stratégie, notre durabilité, on l'a assise sur l'hypothèse market base. On veut que toutes nos interventions soient basées sur des relations de marché, d'acheteur à vendeur. Et que donc, si nous, on se retire, cette relation commerciale devrait normalement pouvoir contribuer, puisque nous refusons de subventionner le cœur du business. Parce que le business doit être rentable de lui-même ou alors on arrête. Voilà un peu bien en guise d'introduction ce que je pouvais annoncer pour un peu lancer les discussions. Et c'était un grand intérêt, c'est pourquoi la mission a décidé de contribuer à financer cette étude au niveau du Sénégal. Over. Merci beaucoup, Abdoulaye. Merci beaucoup. Alors, je dois mentionner, cette étude a été financée par la mission au Sénégal, mais aussi par USAID
et c'était réalisé par le projet Marketing Partnerships, qui a mission de faire progresser l'apprentissage et les bonnes pratiques, le développement des systèmes de marché et l'engagement du secteur privé. Et une des choses dans le domaine de développement de systèmes de marché qui est très reconnue, c'est qu'il y a un manque d'évidence de ces types de ex post. Et il y a le fameux Rosdocky qui attend que les impacts de ce genre de programme doivent continuer, doivent être plus durables et avoir une plus grande échelle que d'autres approches, mais que ce type d'approche doit avoir un peu plus de temps pour réaliser ces impacts. Alors, c'est nécessaire d'avoir ce type d'évidence ex post pour savoir si c'est vraiment vrai ou pas. Alors, MSP a décidé de financer entre 3 et 6 études ex post des types de programmes DSM. Dans chaque étude, on a 4 questions clés. Quels sont les changements systémiques? Et est-ce que ces changements ont été maintenus? Comment était la performance des fonctions clés? Les résultats pour les populations cibles? Et s'il y avait les leçons relevantes, pertinentes pour l'approche DSM. Pour comprendre s'il y avait les changements systémiques, nous avons utilisé un cadre qui s'appelle Disrupting System Dynamics pour guider l'analyse des résultats et identifier quel type de changements sont passés et si ces changements sont vraiment des changements systémiques. Alors, je vais commencer avec une petite explication du projet et contexte, parce que nous avons fait une révision de plusieurs types de projets pour sélectionner les meilleurs projets financiers par USAID pour faire ces études ex post. Et un d'entre eux était le projet Natal Mbaye. Natal Mbaye était réalisé entre 2015 et 2019 dans 2 zones du Sénégal, au nord, dans la vallée du fleuve, et aussi au sud. Le projet Natal Mbaye était le deuxième dans une série parce qu'avant Natal Mbaye, il y avait un autre projet qui s'appelait Projet de croissance économique, PCE. Alors, les 2 projets avaient une longueur de 10 ans. Natal Mbaye a fait plusieurs choses. Et ce n'était pas possible dans cette étude d'étudier toutes les choses qu'a fait Natal Mbaye. Alors, c'était nécessaire de sélectionner quelle était l'intervention plus pertinente pour étudier et nous avons choisi le modèle de financement intégré. Cet modèle a basiquement 3 composantes. Il y a du crédit d'entrant pour les agriculteurs. Et nous avons étudié le secteur du riz. Avec ce type de crédit, la banque accorde du crédit aux groupes d'agriculture garantis par les contrats avec les acheteurs. En ce cas, les transformateurs du riz. Deuxièmement, qu'il y avait les lignes de crédit pour les transformateurs accordées par la banque aux transformateurs qui a un contrat avec des groupes d'agriculture. Une fois fait, les transformateurs déposent les cultures qu'ils achètent dans un entrepôt sécurisé par une société de gestion de garantie qui s'appelle une tierce détenteur, qui contrôle la qualité et la valeur des stocks. Et finalement, le remboursement à la banque une fois que les fonds sont transférés sur le compte du transformateur. Le paiement est appliqué au solde du crédit du transformateur et la banque est remboursée. C'est important de dire que Natal Mbaye a fait plusieurs choses. Et alors, ce modèle de financement intégré était une de plusieurs interventions et c'était pas justement ce modèle en si qui a créé les résultats étudiés, mais c'était la combination. Néanmoins, c'était important de choisir un aspect du projet pour
étudié. Alors, une présentation des résultats de l'étude. Avant de le faire, je vais... Ah non, OK. Nous avons étudié 4 changements systémiques. Premièrement, les acteurs de marché acceptent les contrats signés et les stocks comme garantie et les commercialisations entre producteurs et transformateurs. Aujourd'hui, à cause d'avoir juste une heure avec vous, nous avons décidé de présenter les résultats des 2 premiers changements systémiques, mais nous avons étudié 4. Entre les 4, les premières 3 ont été à évidence de durabilité. Le 4e, c'est un peu plus compliqué. On vient de faire une présentation sur la 4e dans la conférence ICT for Ag. Alors, je vais vous donner une petite synthèse des résultats clés de l'étude et après, on va voir chacun avec un peu plus de détails. Quand nous avons fait l'étude ex post, 3 ans et demi après la fermeture du Natal Bay, nous avons vu que le modèle de financement intégré s'est étendu au nord du Sénégal vers le centre et le sud du pays. Il est élargi de 2 jusqu'à 7 champs de valeur agricoles. Il y a 37% plus d'entreprises accédant à 377% plus de prêts. Et le système est devenu institutionnalisé au Sénégal. Au niveau de la population cible, les producteurs de riz continuent d'accéder au financement et leurs gains de revenus ont été maintenus. Nous avons vu beaucoup de changements lourds dans le système. Si on regarde, si on voit les implications, on voit qu'une focalisation prédominante sur la productivité en si des agriculteurs ne suffira généralement pas à créer des changements nécessaires. Et subventionner lourdement l'infrastructure agricole laisse souvent peu de bénéfices durables. Par exemple, comme avec la subvention directe des tracteurs. Et finalement, que le changement systémique prend du temps. Bon, avant de continuer et voir le premier changement systémique, je voudrais demander encore à Abdoulaye de partager. Abdoulaye, est-ce que tu as dans peut-être une minute, tu peux partager quel était le résultat ou l'implication plus pertinente pour vous dans la mission? Dans la mission, le résultat le plus pertinent, ça a été que plusieurs petits producteurs de riz qui étaient exclus du système parce qu'ils avaient des impayés à la LBA ou bien qui n'arrivaient pas à produire avec un surplus commercial assez élevé parce qu'on n'accédant pas au crédit, ont pu le faire. Ça, parce que ce que nous achetons à l'USAID, c'est de l'impact sur ces petits producteurs-là. C'est ça que nous achetons. Mais le résultat le plus important, c'est que nous sommes passés par des entreprises privées et par des banques pour l'obtenir. Et pas seulement par l'amélioration de la productivité où on va travailler beaucoup plus sur des questions de production et des questions agronomiques. Merci, merci, très bien. Alors, on va passer par le premier changement systémique qui était que les acteurs du marché acceptent les contrats signés et les stocks comme garantie pour accorder des montants accrus de crédit à un risque réduit. Au début, il y avait des problèmes pour les producteurs de riz et aussi pour les transformateurs d'accéder à assez de crédits pour faire leur entreprise. Avec les producteurs, il y avait une tendance d'un taux d'impayé élevé dans la région. Et à cause de ça, les banques ne veulent pas donner des prêts à eux. Mais même les transformateurs, à cause de leur façon d'être des entreprises informelles, ont été des problèmes aussi d'accéder du crédit. Pour résoudre ces problèmes, le projet Natal Bay
a identifié qu'il y avait un système en parallèle dans le secteur d'importation du riz qui s'appelait le modèle de financement intégré. Mais ce système n'existait pas dans le système de riz domestique, le riz produit au Sénégal. So, ils ont introduit ce système. Pour faire ça, ils ont subventionné le coût du modèle de tierce détention. Ça veut dire qu'il y avait déjà des tiers détenteurs, mais ils n'avaient pas, au nord du Sénégal, par exemple, ils n'étaient que à Dakar. So, ils ont subventionné ces acteurs pour grandir leurs opérations au Sénégal. Il a aussi aidé à tous les autres acteurs comme la Banque agricole, qui est la banque principale des prêts pour la production agricole au Sénégal, de mieux comprendre comment on peut faire ce système. Bref, si on regarde les changements en mars de cette année, on peut regarder que après la fermeture de Natal Mbaye en 2019, il y avait une augmentation du nombre de transformateurs et acheteurs accédant au crédit. Le montant de crédit émis est grandi beaucoup et le nombre de chaînes de valeur engagées aussi, de 2 à 7. So, ce sont on peut regarder que ces changements ne sont pas justement dans le système du riz, mais vraiment, c'est maintenant un système appliqué partout au Sénégal. Ici, on peut regarder quelles sont les autres chaînes de valeur qui ont commencé à utiliser ce système, tous les 7 en bas. Et le système est devenu institutionnalisé. Après la fermeture de Natal Mbaye, la banque principale a exigé que les transformateurs qui veulent du crédit doivent payer pour le système de tierce détention. Et les transformateurs l'ont fait. Et le gouvernement, l'année passée, a aussi introduit une subvention afin de couvrir le coût de tiers détenteurs. Et aussi, il y avait en parallèle une autre intervention, pas faite par Natal Mbaye, mais d'introduire un système de rentage. Et en 2022, ce système a financé 5,5 millions de dollars de prêts à des groupes agricoles. Mais la chose importante et une évidence d'institutionnalisation, c'est que même ce système de rentage utilise les mêmes stockages, les mêmes tiers détenteurs pour assurer et sécuriser la garantie du système de rentage. So, c'est une autre évidence de la institutionnalisation. Selon les implications, bon, avant Natal Mbaye et PCE, la plupart des projets au Sénégal avaient on travaillait meilleurement sur la productivité des agricultures. Il y a encore beaucoup de programmes comme ça. Et c'était vraiment important pour augmenter la quantité de production des producteurs qu'ils peuvent vendre. Néanmoins, ce n'était pas suffisant. Et ça a été observé avec le cas de Natal Mbaye que c'était nécessaire de travailler avec des autres acteurs dans le système. Deuxièmement, la subvention de l'infrastructure agricole, plusieurs fois, ne laisse pas beaucoup de bénéfices durables. Et on peut le voir parce que nous avons fait une deuxième expost au Ghana. En ce projet, ils ont subventionné à peu près 70% de chaque tracteur acheté par des producteurs. Natal Mbaye a fait un autre système d'aider à la location d'équipements agricoles. Et on peut regarder les différences entre les deux contextes qu'au Ghana, après la fermeture de ce programme,
il n'y avait pas de changement systémique en système. En fait, les producteurs là qui veulent acheter un tracteur n'ont pas une option actuelle pour le faire. Et un système créé ou basé sur la location a eu beaucoup plus de succès d'aider ou de créer des options continues pour pouvoir obtenir ce genre d'infrastructure. Une autre implication pour le processus de changement systémique. Premièrement, que ce type de changement prend du temps. Et si c'était juste PCE ou Natal Bay, je doute que ce type de changement aurait été réalisé. C'était nécessaire d'avoir cette période d'à peu près 10 ans pour pouvoir créer et réaliser ce genre de changement. Deuxième, que le co-développement d'initiatives renforce l'appropriation. Dans les entrevues réalisées par notre équipe, je pense qu'au moins 5 personnes, peut-être 7 personnes ont dit que c'était moi qui a créé ce modèle de financement intégré. Et chacun d'entre eux a beaucoup d'appropriation de ce système et a décidé de partager ce système partout au système. Et nous avons vu que le processus de vulgarisation de ce système était lié aux personnes qui étaient involucrées avec le système au début, dans les projets. C'était eux qui sont allés à travailler avec les banques, à travailler avec les entreprises de location, à travailler dans les autres pays, les autres projets financiers par USAID. Et c'est peu à peu que ces personnes ont introduit ce système en ce contexte. C'est intéressant aussi que le processus de changement peut prendre du temps, même dans une institution. C'était très intéressant de voir que la Banque agricole, qui avait assez de succès avec ce modèle au nord du Sénégal, et c'était beaucoup d'années après le commencement de ce système que ce modèle a été répliqué dans le centre et dans le sud pour la banque. Et on peut regarder encore que c'était les gens qui étaient au nord qui ont commencé à travailler dans les autres endroits. Et ils ont apporté le système avec eux. Et finalement, il y a quelques implications pour les finances. Première, que les matières premières agricoles ont le potentiel d'être une puissante source de garantie. Le valeur des récoltes dans un stockage, par exemple de riz, a une valeur beaucoup plus élevée que le stockage même. Avant, le transformateur pourrait utiliser le stockage comme garantie. Mais quand on peut utiliser les valeurs des récoltes comme garantie, ça aide beaucoup à augmenter la capacité. Et nous l'avons vu parce que, par exemple, un des premiers transformateurs qui a commencé à travailler avec ce système pendant peut-être 2020-2021 a décidé de léser d'utiliser le système et d'utiliser leurs propres ressources pour acheter les récoltes des producteurs. Et enfin, ils ont acheté peut-être un tiers de la quantité qu'il y avait à acheter quand ils utilisaient le système. Et c'est à cause de ça que la prochaine année, ils ont décidé de commencer de nouveau d'utiliser le système de financement intégré. So ça, c'est une indication de la résilience de ce système. Et dernier point, c'est que les modèles comme ce modèle de financement intégré envisagent le crédit comme un outil de facilitation des échanges qui doit se produire rapidement pour être efficace. Ce n'est pas possible que c'est un système long. Pour faciliter le commerce, c'est nécessaire que ce type de produits financiers est introduit et peut se passer rapidement. Bon, à ce moment, je voudrais passer la parole
à tous les gens qui sont ici avec nous. Si vous avez une question pour nous ou peut-être un commentaire, je voudrais que vous partagez avec nous. Je vois qu'il y a Moussa qui a levé la main. Ousmane, j'ai vu, Alaï, s'il vous plaît. Oui, bonsoir monsieur, bonjour. Bonjour. C'est Moussa Marketa, le DCOP de Sougou-Yiriwa, Mali, dans la zone du Delta. Merci, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt effectivement l'exposé concernant le mécanisme les systèmes de financement, donc que nous apprécions à sa juste valeur. Je suis avec notre spécialiste en système de marché, M. Bakara Diallo, donc, qui à la suite de votre intervention va à peut-être 2 ou 3 questions à poser, juste des questions de compréhension. Merci. Bonjour, monsieur. Allez-y. Bonjour. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'exposé sur le... Juste attention, si c'est possible d'utiliser votre vidéo, ça peut être bon, ainsi que nous pouvons vous voir, si c'est possible. Et, des fois, ça demande beaucoup plus en bande passante. C'est pourquoi on l'évite souvent, quoi. OK, très bien. Oui, je pense que peut-être qu'à l'avenir, on pourra utiliser la vidéo. Donc, je dis que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'exposé, qui me paraît très, très intéressant, ce mécanisme de financement intégré. Mais au Mali, je pense qu'un des éléments majeurs de ce mécanisme, c'est le tiers détention, c'est-à-dire ceux qui gardent les stocks. Bon, ce mécanisme n'est pas très développé au Mali, notamment dans la région de Mopti et à Tombouctou, où nous intervenons. Et ça commence à rentrer à Bamako et même au niveau des grossistes, des commerçants. Mais au niveau rural, ce modèle de tiers détention vraiment n'est pas très développé ici, on va dire, en milieu rural. Donc le défi pour nous, c'est d'abord de faire accepter ce modèle-là, c'est-à-dire tiers détention, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont des magasins qui donnent en bail. Et dans ces magasins, on a la possibilité de stocker des vivres moyennant quelques montants. Et cela paraît être très important dans le système, quoi. Donc, je pense que le seul défi chez nous ici, au Mali, c'est d'accepter que, en milieu rural, qu'on développe ce système d'abord de tiers détention. Merci beaucoup. Donc, c'est Bakara Diallo, je suis le spécialiste système de marché sur Sougou-Yiriwa, dans la zone du Delta, Mopti et Tombouctou. Merci. Merci. OK. Merci bien. Voilà. C'était en Allô? substance ces éléments de questions, donc à à la suite de votre présentation. Merci bien. Allô? Oui, Allez, Allô? allez-y. vas-y. Allez-y. Bonjour. Moi, je m'appelle Youssou Diagne. Bonjour, Doyen. Comment allez-vous? Je suis très heureux vraiment de participer à ce webinaire pour une raison simple, que moi, je suis un ancien expert de SAGIC, donc en 2006. Ensuite, j'ai eu la chance aussi, l'opportunité de travailler au niveau du PCE. Donc, cette double légitimité, je pense que m'autorise un tout petit peu à intervenir.
Et heureusement, d'ailleurs, je suis un peu rassuré parce que dans l'intervention de Ben, elle a bien essayé d'expliquer que ce n'est pas uniquement donc, le financement intégré qui certainement a dû provoquer tous les résultats qui sont indiqués en termes d'évaluation. Et là-dessus aussi, je pense que si je me réfère aussi à un document que l'USAID avait produit, donc où on liste un tout petit peu les conséquences, ça s'appelle les performances améliorées grâce au système de financement intégré. Il y a toute une série de critères de statistiques concernant, par exemple, l'augmentation du taux de remboursement des crédits de campagne, augmentation des crédits octroyés, augmentation du nombre de riziers, du nombre important de riziers, taux de remboursement, etc., etc. Donc, apparemment, tous ces avantages donc, sont liés un peu, si on analyse de manière simple, uniquement au modèle de financement intégré. Et à mon avis, donc, comme je l'ai dit tantôt, ayant travaillé dès le début dans le cadre du programme de l'USAID, moi, je pense que une méthode qui aurait pu être beaucoup plus pertinente à mon niveau aurait essayé un peu d'utiliser les effets cumulatifs un peu des projets de l'USAID. Parce que, bon, par exemple, si je prends par exemple le problème de la tierce d'ascension, le problème du horizontal, ça, c'est des problématiques que moi, quand je travaille au niveau des projets, sur lesquels on a travaillé, qu'on a introduit dans les vallées. Donc, les résultats, je pense qu'on liste actuellement comme peut-être des résultats directs liés uniquement au financement intégré, à mon avis, doivent être mis en perspective par rapport à d'autres activités, d'autres projets qui ont été mis en œuvre, non seulement par les USAID en particulier à travers Feed the Future, mais aussi par rapport à d'autres projets intervenant dans la zone. Je veux dire, pour être plus simple, ce n'est pas uniquement le mécanisme du financement intégré qui n'est pas la recette miracle qui a un peu permis de justifier les résultats qu'on a essayé d'afficher ici. Et que certainement, comme le dit l'exposant, celui qui expose aussi, c'est un peu un ensemble de faits qui sont cumulatifs et qui permettent d'expliquer les résultats obtenus. Donc, je pense qu'à la matière, je crois qu'il faut être très circonspect dans ce cadre et avoir une approche un petit peu qui intègre l'ensemble des activités progressives qui ont été mises en place par l'USAID. Donc, depuis, en tout cas, moi, j'ai commencé à travailler dans ce secteur-là depuis 2006 jusqu'à présent. Merci beaucoup, si j'ai été un peu long. Merci beaucoup. En fait, c'est sûrement pas juste un seul projet qui peut créer ce type de changement systémique. En fait, c'est vraiment le cas. Et le cadre que nous avons utilisé de changement systémique, Disrupting System Dynamics, cherche les autres fonds de contribution à ces changements, c'est sûr. Nous n'avons pas pris le temps aujourd'hui de parler de ces autres facteurs, mais c'est sûr que, et même les autres choses qui a fait Natal Mbaye aussi, parce que ce n'était pas justement un système de financement intégré, c'était vraiment un package, une série d'interventions. Soit de Natal Mbaye, soit d'autres programmes du gouvernement et des autres projets financiers par les... Et Ben, je pense que aussi ce que Doyen Youssou a dit rejoint un peu aussi ce que l'USAID a fait, parce qu'avant cette étude, nous avons aussi mené une analyse coût-bénéfice qui lui intègre tous les investissements, y compris de l'État du Sénégal, pas seulement de l'USAID, mais tous les investissements qui ont été faits par de l'argent public, que ça vienne de l'État du Sénégal ou de JICA ou de l'USAID, dans la filière riz au Sénégal, pour voir qu'est-ce que ça a rapporté, et ça a été positif. $1 investi rapportait un peu plus qu'$1. J'ai plus en tête le chiffre exact, mais c'était positif. Donc, on a fait le coût analyse-bénéfice. Maintenant, là, il s'agissait de voir une intervention précise et de faire un peu de chirurgie à répondre de manière chirurgicale à une question de recherche qui va prendre uniquement cet aspect-là et essayer de l'isoler et de l'analyser. Mais bien sûr que tout seul isolé, ça ne donnera aucun résultat.
parce qu'il a besoin d'une base qui soit là, d'un environnement favorable qui soit là pour pouvoir s'exprimer. Et toutes les actions passées ont contribué à faire émerger cet environnement favorable-là. Over. Et à ceux qui ont levé la main. Merci. Je propose qu'on continue parce qu'on va regarder le deuxième changement systémique et après, il y a une autre opportunité de partager ensemble. Juste pour répondre à quelques points, Ousmane, oui, on va partager l'étude et mes collègues vont mettre le lien dans le chat. Il y a un résumé en français et il y a le rapport complet en anglais. Et oui, on a étudié aussi l'évolution des acteurs tierces détention. Oui, et en fait, ce sont des acteurs du secteur privé. Il y avait une augmentation de la quantité de détenteurs dans le marché. Oui. Et il y avait un peu d'expérimentation. Par exemple, une année, l'LBA a décidé de changer l'entreprise qu'ils ont utilisée, mais après un an, ils ont décidé non, le premier a été mieux et ils ont changé encore. Bon, mais beaucoup de leçons par rapport à les tiers détenteurs. De toute façon, je vais continuer. Réservez ces questions. Vous pouvez les mettre dans le chat aussi. Et je vais continuer et on va avoir une autre opportunité de parler. Alors maintenant, on va regarder le deuxième changement systémique qui est la contractualisation entre producteurs et transformateurs continue d'être une pratique répandue dans le secteur du riz. Au début, je pense que c'est une situation normale dans plusieurs contextes, que le marketing du riz était principalement informel, orienté au marché domestique et maillement dans les zones rurales avec des prix très bas. Et c'était le riz importé qui était vendu aux consommateurs dans les villes. Et il y avait les fluctuations de prix et une capacité limitée des producteurs et même des transformateurs. La transformation était très informelle du riz et à petite échelle. Tous ces facteurs et le manque de crédit contribuent à une situation avec peu de bénéfices pour les producteurs et très peu d'opportunités d'accéder à des meilleurs marchés. Le soutien de Natalemba était de renforcer la capacité des réseaux de producteurs et même les transformateurs. Le projet a introduit des contrats simples pour aider à la contractualisation entre les deux avec les prérequises de qualité, minimum de qualité et tout ça acceptable pour vendre du riz. Et le projet a aussi aidé les relations commerciales et les négociations entre eux pour fixer le prix. Quelques changements observés dans l'étude étaient que les réseaux de producteurs ont beaucoup mieux accès au marché du riz. Le nombre de transformateurs a augmenté beaucoup. Les premiers grands transformateurs ont commencé pendant soit Natalemba, soit c'était en 2016, je pense. Et après, il y avait une augmentation marquée, notable, du nombre de transformateurs professionnels. Et on a vu que ce changement n'est pas un changement expérimenté dans beaucoup d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'était pas une tendance globale. Le nombre de transformateurs du riz formel a augmenté
depuis le fermeture du projet aussi. So, l'investissement dans le système continue, même après l'appui de Natal & Bay. Et on a vu une très, très forte concurrence entre les transformateurs de riz pour acheter assez de riz pour assurer qu'ils peuvent continuer à opérer leur unité de transformation. Et comme ce sont des investissements très grands, c'est nécessaire qu'ils ont assez de riz. C'est à cause de ça que les transformateurs ont commencé à faire beaucoup de choses pour attraire l'offre. Par exemple, ils ont utilisé la contractualisation, ils ont augmenté le prix, même plus élevé durant certaines périodes, plus élevé que le prix fixé accordé entre les acteurs. Quelques-uns ont commencé à fournir d'intrants agricoles et même donné le crédit direct. Parce que nous avons observé que dans le secteur du riz, et la quantité de producteurs en utilisant le crédit à travers le système de financement intégré à Basé. Mais quand nous avons parlé avec, et ça c'est à cause de quelques chocs climatiques, des problèmes pendant le COVID, et quand un groupe de producteurs ne peuvent pas en payer, la Banque agricole ne va pas prêter la prochaine année. Mais à cause de cette concurrence très forte entre les transformateurs, nous avons observé que quelques transformateurs ont commencé à donner du crédit direct aux producteurs pour assurer une offre suffisante du riz. Quelques implications. Premièrement, que travailler avec des partenaires qui ont les bonnes incitations au changement est très important. Il y avait des petits transformateurs qui ont voulu chercher des nouveaux marchés et les autres que non. Mais identifier que le marché domestique à Dakar et dans les autres villes était un marché qui paye plus et qui peut être une bonne opportunité, était une initiative au changement pour les acteurs. Et deuxièmement, que les petites et moyennes entreprises du secteur informel sont souvent des agents de changement qui sont négligés par les projets, mais qui sont très importants. C'était en fait beaucoup des transformateurs formels qui ont fait des grands investissements, étaient au début les petits transformateurs. So, il y a une opportunité avec ce genre d'entreprise, même si il y a des projets qui ne pensent pas comme ça, qui voient qu'il y a plus d'opportunités de travailler avec les grandes entreprises. Bon, et finalement, je veux partager quelques bénéfices pour les producteurs parce que en fin de compte, c'était ça, l'objectif de USAID au Sénégal et aussi de Natal & Bay, d'assurer que les changements systémiques vont créer un bénéfice pour la population cible. Alors, nous avons fait la recherche avec eux pour voir quels sont les changements observés après la fermeture du projet. Et nous avons vu que il continue d'accéder au financement, comme j'ai déjà mentionné. Le projet a voulu assurer la double culture du riz comme une façon d'augmenter leurs revenus. Mais en fait, ça n'a pas passé largement pour quelques raisons. Premièrement, que la rentabilité des autres cultures, comme la horticole, est plus haut. Et alors, il y a les producteurs qui veulent faire des autres cultures. Aussi, des retards d'approbation des crédits et un autre facteur. Alors, ça n'était pas observé, majeurement. Mais finalement,
les gains de revenus ont été maintenus depuis la clôture. Même que nous avons vu une réduction de productivité de plusieurs producteurs à cause de la COVID-19 et aussi les chocs liés au climat. Cette augmentation, la grande augmentation de prix a aidé à assurer que les revenus des producteurs ont été maintenus. Bon, avec ça, je vais passer autrefois à parler avec vous et attendre quelques questions. Je pense qu'il y a Mamadou qui avait levé la main et qui l'a gardé jusqu'à présent. Mamadou Diop. Mamadou? Bonjour à tout le monde. J'avais retiré ma main. Mais merci beaucoup et félicitations à l'équipe quand même d'avoir produit ce document-là qui, sur les différents points, je pense que ça vient confirmer les hypothèses que nous avions quand même sur la durabilité d'un tel mécanisme. Maintenant, à la suite de mon grand Youssou Diagne, je pense qu'il y a un élément à mettre en lumière. Le modèle de financement intégré joue un rôle plutôt de catalyseur dans l'organisation du marché du bâti. Je pense ça, il faut mettre ça en lumière et que ça permet un peu aussi d'optimiser tous les investissements qui ont été faits, aussi bien pour l'USAID que les autres projets et programmes, y compris les entités publiques du gouvernement du Sénégal. Parce qu'à l'origine, le modèle était d'abord, je parle sous le contrôle des gens de la LBA qui sont là, peut-être, c'était de trouver une solution pour une unité de transformation Vital Agro-Industrie à trouver du bâti chez les producteurs. Et chemin faisant, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'existant qui était là, où la Banque agricole finançait des producteurs qui étaient membres des unions hydrauliques. Et il y avait déjà des infrastructures de stockage qui étaient là et le système de consolidation ou d'agrégation au niveau de ces infrastructures de stockage également existait. Mais il n'y avait pas un mécanisme qui permettait à ce que la banque puisse jouer le rôle de facilitatrice dans l'organisation du marché du bâti. Parce que l'idée ici, c'est que le modèle de financement intégré est un instrument pour la banque de jouer ce rôle d'agrégateur, étant donné que aussi bien les acteurs qui offrent la matière première et ceux qui achètent la matière première sont clients de la banque. Donc, je pense qu'il faut replacer le modèle de financement intégré comme un instrument à la disposition d'une banque pour jouer le rôle d'organisateur de marché. Et maintenant, si ça c'est clair, maintenant, une fois que le marché est organisé, forcément, les transactions commerciales sont adossées à l'existence un peu de ces contrats, que ce soit des contrats formels ou non formels, formalisés. Ça ouvre un peu, disons, c'est un terreau fertile pour l'innovation. Parce que la tierce détention est arrivée peut-être à la 2e ou 3e année de mise en œuvre de ce modèle de financement intégré. Parce qu'effectivement, le terreau était fertile pour progressivement introduire des innovations, y compris également le fait d'introduire davantage, de s'assurer qu'on peut faire du couplage crédit-assurance. Et même au-delà de tout ça, l'organisation de ce marché-là était un mécanisme pour lever les barrières à l'entrée pour les unités de transformation. Parce que l'accès à la matière première, c'était ça la problématique majeure. Et ça, c'est ce qui a justifié la progression du nombre d'unités de transformation, parce qu'effectivement, cette barrière à accéder à la matière première est plus ou moins réglée par la banque qui a un instrument pour organiser les transactions autour d'abord de la matière première riz paddy et ensuite le riz blanc. Ensuite, les investissements ont suivi.
Et même, il y a d'autres institutions financières qui ont bénéficié de cela, c'est Locafrique, via en fait son mécanisme de crédit bail. Et maintenant, il y a d'autres innovations qui sont intégrées, c'est-à-dire le fait de travailler... Et la BND avec le fonds de commercialisation. Voilà, et travailler sur le packaging, sur l'amélioration un peu de la technologie en intégrant en fait des investissements sur le laser, etc., etc. Mais disons que le point de départ, c'est le modèle de financement intégré, et je termine par là, c'est un mécanisme à la disposition d'une banque pour être le maillon central de l'organisation des transactions autour d'une matière première. Ici, c'est le riz paddy et le riz blanc. Over. Merci Mamadou. Je rappelle que Mamadou était responsable Access Finance à Natal Mbaye. Donc, il a participé à la mise en œuvre du projet qu'il connaît très bien et qu'il est aujourd'hui en train de répliquer ce modèle en l'élargissant à un concept écosystémique au niveau de l'horticulture, donc qui a d'autres réalités. Mais le principe de base même du financement intégré, c'est ce qu'il est en train de répliquer avec aussi un projet USAID qui travaille sur les chaînes de valeur horticoles principalement. Donc, je pense que il n'y a rien à ajouter. Donc, il faut, au plan conceptuel, c'est comme si on distinguait une intégration par la base productive qu'on a tenté pendant plusieurs années en essayant de faire rentrer les petits producteurs dans les chaînes de valeur agricole en essayant de se dire, OK, on gère la qualité, on gère le rendement, on est sur des aspects agronomiques au champ. Ça n'a pas marché. Mais on en a besoin. Mais en même temps, il faut quelque part pouvoir commercialiser, même si vous êtes dans une agriculture de subsistance aujourd'hui, vous avez besoin de bonnes semences, vous avez besoin d'engrais, et ça s'achète. Et donc, il faut au moins commercialiser une partie, la partie de votre production qui est équivalente au coût des intrants. Il faut au moins pouvoir la commercialiser pour rembourser un crédit intrant. Et même si, par exemple, vous avez besoin pour votre famille de 10 sacs de mil toute l'année, mais que vous en produisez 7, vous devez vendre les 2, par exemple, pour payer l'engrais qui vous a permis d'avoir 7 parce que vous aviez d'habitude 300 engrais. Donc, c'est dans ce genre de système, le banquier, en fait, devient l'organisateur un peu des transactions qui permettent de faire en sorte qu'il y a un marché qui existe, il y a le contrat, et donc des projets de développement doivent aussi venir dans ce marché-là avec un peu ce que Mamadou aussi appelle l'inclusion par l'aval, c'est-à-dire l'inclusion par le secteur privé qui achète, donc que ce soit les riziers ou que ce soit des acheteurs des produits horticoles, qu'on puisse aussi se dire que ces petites unités industrielles de transformation, ces petites moyennes et ces petites entreprises sont aussi des agents de changement. Donc, les secteurs de développement ne doivent pas les voir comme un secteur privé qui cherche à faire un bénéfice trop exorbitant sur le dos des petits producteurs comme ça, mais voir comment faire en sorte que des relations de marché qui créent un impact de développement puissent s'organiser en les prenant comme entrée. Et s'il le faut, les aider eux aussi à transcender ce qui les bloque pour pouvoir augmenter leur capacité, répondre à la qualité que demande le consommateur pour que effectivement le produit final puisse satisfaire le marché. Ce qui est arrivé avec le riz blanc, qui a été rejeté à Dakar et qui est aujourd'hui accepté. Over. Bonsoir et bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour tous ces éléments effectivement de réponse par rapport à certaines préoccupations qui nous permettent de comprendre davantage. Nous, du côté du Mali, Sougou-Iriwa, précisément dans la zone du Delta, nous évoluons effectivement beaucoup dans le domaine de la commercialisation, donc l'amélioration des relations d'affaires au niveau de la zone. Donc, si bien que nous travaillons avec une multitude d'acteurs, c'est-à-dire avec effectivement un écosystème diversifié, donc comme vous l'avez dit, effectivement, où à ce niveau, les banques, en tant qu'institutions bancaires ou institutions financières, pourront effectivement jouer un rôle capital. Et sinon, les modèles, effectivement, donc, tel que ça a été présenté, je pense effectivement qu'aujourd'hui, le salut de nos acteurs au regard du contexte que nous connaissons tous, où effectivement, donc, nous avons les effets du changement climatique, de l'autre côté, l'accès difficile, bien sûr, au marché, bien sûr, des facteurs de production, mais aussi, effectivement, des marchés d'écoulement. Donc, il y a nécessité plus que jamais, effectivement, donc, de pouvoir travailler, en tout cas, sur des approches de ce genre.
où effectivement les différents acteurs doivent être davantage informés, conscientisés par rapport alors donc à l'implication positive de chacun en tant qu'entité entière pour pouvoir effectivement booster le développement. Et comme vous l'avez dit, effectivement, quand nous regardons effectivement surtout le dernier élément concernant le changement systémique numéro 2 en lien avec la contractualisation, je pense qu'effectivement, il y a un travail de fond à faire à ce niveau. Nous, dans le cadre, bien sûr, de nos systèmes de marché où nous organisons des rencontres de B2B et autres cadres d'échange où on met effectivement les acteurs en relation de façon durable, donc nous mettons beaucoup effectivement sur cet aspect. Faire en sorte que, par exemple, voilà, les producteurs ou alors les commerçants qui sont là, qui ont besoin de facteurs comme, ou du moins sur des services comme de l'argent, le financement de leur activité, donc puissent effectivement donc, contractualiser avec les institutions de microfinance pour pouvoir effectivement non seulement donc réussir leurs activités, mais aussi pouvoir accéder à des marchés. Mais de l'autre côté aussi, dans le cadre de la production, etc., alors, nous avons voulu, bien sûr, dans le cadre de la promotion assurance agricole aussi, travailler sur cette approche de contractualisation, où déjà, effectivement, on avait pensé que au-delà des compagnies d'assurance agricole, donc, où les banques qui sont là pourront effectivement donc jouer ce rôle central dans la distribution et donc dans la fourniture des services. Mais sincèrement, au regard du contexte, c'est vraiment pas chose aisée parce que de part et d'autre, les acteurs du système, de l'écosystème qui sont là, donc difficilement parfois ils se comprennent ou en tout cas au regard des intérêts purement donc propres à chacun, chacun effectivement se réserve le devoir de ne pas trop effectivement donc aller jusqu'à un certain niveau. Donc cependant aujourd'hui toutes les activités que nous connaissons. Voilà, donc voilà un peu la préoccupation. Comment faire en sorte que tous les acteurs qui sont effectivement partie prenante du système, de l'écosystème, puissent avoir la même vision et l'intérêt de travailler effectivement donc, dans cette logique. Voilà un peu. Merci beaucoup, monsieur Moussa. En fait, je vois aujourd'hui que 1 heure n'était pas suffisant et en fait, on doit avoir une autre opportunité de partager les leçons et nos expériences ensemble. Je demande que tous les participants peuvent laisser dans le chat. Je sais qu'il y a plus de questions, plus de commentaires que nous ne pouvons pas aujourd'hui répondre. Alors, je pense que nous pouvons penser de peut-être envoyer quelque chose après, mais je veux assurer qu'on peut fermer à temps parce qu'il y aura les gens qui doivent aller faire une autre réunion et tout ça. Alors, je vais juste partager quelques liens pour vous. Voici le lien pour trouver l'étude. J'ai partagé les courriels de nous et je vais mettre aussi le courriel de Bamba avec vous. Ici, quelques codes de type QR que vous pouvez utiliser pour télécharger les rapports. À gauche, c'est le rapport en anglais qui est plus long et à droite, le rapport en français. C'est un résumé de l'étude. Le lien, s'il vous plaît, le lien avant celui-là. Non, Voilà. le lien est dans les commentaires. Oui, on a les Il a été mis dans les commentaires. D'accord, merci. Je le reprends dans les commentaires. Et je dois mentionner qu'il y aura les autres études aussi ex post. On a déjà fait une autre étude au Ghana. On va faire une étude au Bangladesh l'année prochaine. Et on voudrait faire jusqu'à 3 autres études ex post supplémentaires. So, on va partager avec vous quand les autres études ex post sont prêtes. Merci beaucoup. Et Ben, avant de clôturer, juste un petit point, ce qui n'a pas marché, donc qu'on n'a pas pu mettre à l'échelle, c'est les bases de données. Parce que ça dépendait un peu, il fallait payer un peu le fournisseur de services qui est électronique. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de voir comment les faire utiliser des outils gratuits ou des outils développés
par des startups digitales locales pour avoir leur propre base de données et éviter en fait qu'il y ait quelque chose à payer parce qu'on a vu que ça ne continue pas après le projet. Ce qui ne pouvait pas continuer, c'était vraiment ça. Les autres trucs, on a parlé de ce qui a marché, mais il y en a quand même un dont la durabilité est très questionnable aujourd'hui et sur lequel l'USAID a pris ces leçons-là et est en train de voir dans le nouveau projet chaîne de valeur comment retravailler cela. Voilà. Parfait. Ce que, Et voilà. je viens de faire une présentation avec Jean-Michel Voissard par rapport à ça. Alors, je peux aussi partager notre présentation que nous avons faite dans la conférence ICT for Ag. Ça m'intéresserait beaucoup. Très bien. OK, je vais le faire. Merci beaucoup tout le monde. Et, merci tout le monde. Oui. Voilà. À bientôt. OK, merci bien. Merci.